graves qui se sont déroulés en 2001 ont eu pour théâtre essentiel la Kabylie. Ils ne sont pas passés dans le ZAN. Ils ne sont pas passés dans les Aurès. C'est plus tard que ça va se passer. Mais à cette époque, l'abcès de fixation était la Kabylie. Dans 3 villes essentiellement, 4 villes, Béjaïa, Bouira, Tizi Ouzou ou Merdes. Il y a des dessous derrière. J'aurai à expliquer les dessous de derrière. J'aurai à expliquer plus tard, au besoin, on en fera une séance particulière, quel était l'enjeu de la Kabylie dans la mise en place de la stratégie de Bouteflika, d'affaiblissement de la nation et de renforcement de l'État. Parce qu'il y a une stratégie. Exactement. Il y a une stratégie. Elle est pensée, elle est réfléchie. On a voulu montrer de la Kabylie comme un abcès de fixation dans une société algérienne qui demandait, ou dans l'État, qui s'exprime au nom de la société, demandait un apaisement. Une pacification. Une pacification. Pacification est un terme dur dans le vocabulaire politique algérien. Non, pacification parce que l'Algérie... L'armée française. Non, mais pacification parce qu'effectivement l'Algérie devait sortir d'une guerre civile. Absolument, absolument. Dans ce sens-là, oui. D'accord. D'autant plus que toute la stratégie de Bouteflika, dans le discours public, c'est la réconciliation nationale, sur les traces de W.M. Madani, de tout le travail qui a été fait par Zarouel. Mais avec une stratégie de provocation. Parce que c'est lui qui provoque les gens. C'est lui qui les provoque. On arrivera au volet islamiste, c'est-à-dire identitaro-islamiste. Oui, après. Chaque chose ça, c'est très important. Voilà. Allez, continuons sur le chapitre. Ce chapitre de cette mouvance. Bon. Quand les Harouches étaient venus, on leur a ouvert les médias. Les journalistes étaient invités, ils faisaient des comptes rendus. Les médias lourds, certains d'entre eux sont passés à la télé pour expliquer ce qu'ils voulaient, y compris en parlant en tamazight. Et c'était une des rares fois où, c'était les années, le premier mandat, il n'y avait pas la chaîne tamazight. Ça va venir à la suite de ça. Et ça va venir à la suite de ça pour renforcer précisément cette fraction des Harouches, en disant voilà ce qu'elle a obtenu, pour ne pas montrer que l'État n'a été que manipulateur. En disant on va faire une chaîne amazirophone, on va créer des journaux amazirophones, on va généraliser l'enseignement de tamazight, parce que du temps de Zarouel, il y a eu 2 actions importantes: introduction des tamazight dans l'enseignement primaire et secondaire, et la création du RCA. Bouteflika veut faire mieux, tout en étant contre. Il le dit. Il veut faire mieux comment? Il veut ouvrir les médias à tamazight. Ouvrir les médias à tamazight n'est pas une mesure de type démocratique. C'est une mesure de type manipulateur. Parce que qui va venir parler? Pour dire quoi? La même chose que même chose que la chaîne nationale. Bien sûr. Peut-être des traductions. Bien sûr. Ce titrage. Il y a de très doublage. Il y a de très fortes chances pour que ce soit ça. Donc à ce moment-là, par contre, ça montre quoi? Ça montre aux yeux de l'opinion d'abord nationale. Qu'il y a une ouverture, il y a des concessions. Il y a une concession, il y a la possibilité de dialoguer. Et surtout de l'opinion internationale. On voyait, on va faire la paix avec les islamistes, mais on n'oublie pas les démocrates pour autant. Parce qu'ils sont donnés comme étant les démocrates. Dans le même temps que les négociations se font avec ce groupe ou ce clan de Harouche, Taïwan, une répression atroce, s'abat sur les 2 autres. Les 2 autres fractions, celle d'Al-Qsara et de Tizi Ouzou. Ce qui montre une duplicité. C'est-à-dire, vous, à l'époque, excuse-moi, moi, tu sais, je te pose la question spontanément. Bien sûr. Il n'y a aucune ruse derrière. Moi, je te réponds. D'accord. Il n'y a aucune ruse. C'est-à-dire, toi, tu les qualifies de Taïwan. Oui.
Juste une question. Est-ce qu'à l'époque, Je l'ai dit au chef du gouvernement. vous saviez, tout le monde savait que vous négociez avec Taïwan? Bien sûr. C'est quoi cette mise en scène? C'est une mise en scène. Mais c'est une mise en scène, c'est pathologique tout ça. Je t'ai dit dès le départ que c'est une mise en scène. Tout le monde sait que c'est des horloges Taïwan qu'ils ont été ramassés par... Et que l'essentiel est ailleurs. Que l'essentiel est ailleurs. Et que l'essentiel est ailleurs. Parce que le ailleurs s'explique, il s'exprime. Tu prends la même période, au moins à la même période, tu prends les journaux comme l'Ouatan, parce que c'est un journal qui est crypto-oppositionnel, tu avais les articles de Abrek, tu avais les articles de Galfi. Ce qui montre quoi? Ce qui montre d'abord, une division au sein des Haroches, que certains Haroches négocient avec le pouvoir, et d'autres ne négocient pas avec le pouvoir. Ça va mettre dans la gêne qui? Ça va mettre dans la gêne le RCD. Pourquoi? Eh oui, parce que le RCD va être obligé de se prononcer avec qui il va rouler. Déjà qu'il avait des députés à l'Assemblée, déjà qu'il avait la charge de certaines APC, et ensuite... Et qu'il avait laissé des plumes avec le pouvoir en laissant derrière lui des ministres qui travaillent pour le compte de Bouteflika. C'est le deuxième mandat. Il faut aller par... Dans le premier mandat, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que le RCD était partie prenante totalement du projet de la substitution de l'option Zarouel, jugée à tort ou à raison comme continuatrice de Boumediene, et le RCD se positionne sur la nouvelle stratégie de Bouteflika, à qui il donne un certain nombre de ministres. Je crois qu'ils étaient quatre ministres. Dans le premier gouvernement, pas dans le deuxième. Oui. Il y avait, comment il s'appelle, Lounaoussi. Il y avait Hamid Lounaoussi, qui est un homme charmant d'ailleurs, très sympathique. Il y avait Benounous. Qui il y avait encore? Il y avait Khalida? Non. Non, il n'y avait pas Non, c'est dans le deuxième. C'est après. Talat Khalida, elle était à la présidence. Elle était conseillère à la présidence. Je ne sais pas. Le plus important pour nous aujourd'hui, parce que moi, je ne veux pas, tu sais que je ne veux pas intervenir sur ça pour une simple raison. Que ça peut demander tout un débat autour de... Il faut le faire, ce débat. Exactement. Il faut le faire. De ce lien entre opposition et pouvoir à un moment donné. Il faut le faire. Ça mérite un débat quand même. Il serait pour ne pas effleurer le débat. Si tu pouvais faire ce que n'a pas réussi à faire le pouvoir, si tu pouvais mettre autour d'une table Galfi, Abreka et Salim, je ne sais pas comment ils s'appellent, pourquoi pas? Ce serait intéressant. Pour l'histoire de notre pays. Pour avoir le cœur net. Et ce qui s'est passé réellement. Moi, je ne peux donner qu'un aperçu de ce que j'ai vu et cru comprendre d'un phénomène qui me dépasse de très loin. C'est pour ça que j'ai repris tout à l'heure en disant, dire que c'était la chefferie du gouvernement, je dis c'est faux. Ce n'est pas la chefferie du gouvernement. Dire que c'est la chefferie du gouvernement qui a décidé de l'interdiction des marches, formellement c'est vrai, parce que il a fallu que quelqu'un signe. Mais quelqu'un a signé par procuration à la place de quelqu'un d'autre qui ne veut pas se mouiller pour signer ce type de considération. Normalement, c'est le ministre de l'Intérieur qui signe. Ça dépend du ministre de l'Intérieur. Pourquoi un chef du gouvernement signerait une interdiction de manifester dans les rues? Ce ne sont pas ses attributions. C'est le ministre de l'Intérieur qui est M. Yazid Nourdin Zarhouni, l'ami et le complice de Abdelaziz Bouteflika. Donc il ne faut pas qu'on nous fasse avaler des balivernes. Cela dit, Bouteflika a payé, il a signé, il prend la responsabilité. Il n'y a pas de problème. Il s'en expliquera un jour s'il a envie de s'en expliquer. Moi je ne suis pas son avocat. Donc à ton avis, pour justement conclure sur ce chapitre-là, à ton avis, ce qui s'est passé en Kabylie en 2001, était un moyen d'affaiblir au maximum la société.
la nation, ce que tu as appelé l'affaiblissement de la nation. Absolument. Un affaiblissement de la nation. Et comme la Kabylie était une zone très dynamique. Et c'est un abcès de fixation. Un abcès de fixation qu'on a voulu encore relancer l'animosité entre Arabes et Berbères. Ah, bien sûr. C'est-à-dire, écoute. Penses-tu que Bouteflika s'inscrit dans cette logique de division, de vengeance, de fragmentation, de déstabilisation de la société de l'intérieur en créant le... Bouteflika est un animal politique. Il ne recule devant rien. Tout ce qui peut le servir, à faire ce dont il a envie, parfois par caprice. Par humeur. Caprice et humeur, si tu veux. Il n'a absolument aucun scrupule à utiliser, y compris des fibres de ce type, c'est-à-dire à susciter les oppositions. On a vu maintenant depuis son deuxième mandat, depuis la fin du deuxième mandat, quand il a été question de faire le coup d'État constitutionnel pour aller au troisième mandat, il a joué sur la fibre régionaliste. Il a accentué, parce que dès le début, il y avait un petit peu, quand il commençait à dire ça veut dire quoi? Et heureusement, nous avons une population et un peuple qui est assez mûr. Les gens n'ont pas marché. Les gens de Tlemcen n'ont pas dit à mort les Kabyles, à mort les Chaouis, à mort les Constantinois, pas du tout. Ou inversement. Mais là, vraiment, quand il a été acculé, au moment où il est passé au deuxième mandat... À la même question, juste un témoignage, ouais. À la même question, quelqu'un de Tlemcen, quelqu'un de brillant, il m'avait répondu, sais-tu, Seyfoudine, pourquoi on ne l'a pas suivi? Je lui ai dit non. Il m'a dit, même si c'était par régionalisme, on ne l'aurait pas suivi. Pour la simple raison que nous ne le considérons pas comme étant Tlemcenien. Nous le considérons comme étant un étranger à la nation. Nous le considérons comme étant un Marocain. C'est ce qu'il m'a dit textuellement. C'est-à-dire même en termes de sentiment. C'est-à-dire même cette fibre, en fait, n'existait pas. Donc il faut dire que c'est vraiment la première fois dans l'histoire de l'Algérie que quelqu'un chef d'État utilise une stratégie de diversion et de division aussi manifeste à caractère régionaliste. C'est la première fois. On peut faire le reproche à Boumediene d'avoir étouffé les particularismes régionaux sous la houlette d'un centralisme national, d'une uniformisation centralisatrice de type jacobin. Au moment... Mais à aucun moment on a senti Boumediene régionaliste. Jamais de la vie, jamais. Ça a commencé un tout petit peu avec Chadli Benjedid. Pourquoi? Parce que c'est les gros crédits. Peut-être avec Chadli Benjedid, plutôt avec la... sa belle famille peut-être, mais pas avec lui. Parce que lui, il est de l'Est, mais il a toujours vécu à l'Ouest. Quand j'ai dit Chadli Benjedid, en fait, j'aurais dû dire c'est Belkhair. Ah, d'accord, exactement. C'est Belkhair. Exactement. Cette affaire a complètement disparu pendant la décennie 90, comme quoi parfois quelque chose malheur est bon. Parce que ça a ressoudé la nation et ça a déplacé les conflits non plus sur les questions régionales, mais sur les questions idéologiques. Et particulièrement sur les démocrates étaient opposés aux fondamentalistes ou inversement, mais tu trouvais chez les démocrates aussi bien des gens de l'Est, de la Kabylie, des Aurès, des Mzab, des Targhi, et tu trouvais... La même chose chez les islamistes. Absolument. C'était ça le terreau de la citoyenneté. Elle est là, la citoyenneté. C'était cette confrontation. Si elle avait pu se faire sans la violence, mais dans la rigueur de l'argumentation, on aurait avancé le processus de citoyenneté très en avant. Et c'est sur ça que je voulais arriver. Oui. La conclusion du premier mandat de Bouteflika, c'est la décitoyennisation des Algériens. Fragmentation de la nation, décitoyennisation. Bien sûr, destruction du potentiel économique, réveil des particularismes,
Attaque contre l'institution militaire régulière, traditionnelle. Bien sûr, attaque contre la colonie. Attaque contre les médias. Absolument. C'est ça un processus de décitoyennisation. C'est une décitoyennisation. Or, ce qui fait la citoyenneté dans une société, c'est la complémentarité nationale. C'est le ciment national. L'État n'est qu'un instrument de mise en route et de régulation, du cimentage et de régulation. Mais quand l'État joue à la division, quand l'État joue et fait de sa politique la pierre angulaire de la fragmentation, de la division, de la ségrégation, il fait un travail contre la nation et donc il décitoyennise. Et Bouteflika a décitoyennisé en aiguisant les contradictions identitaires. Il réprime et manipule la polarité identitaire dite démocratico-libérale, identitaire nazie, et il négocie en essayant de la corrompre et de l'acheter avec, et ce dont nous discuterons un peu plus tard, avec l'islamisme. Il arrive jusqu'à l'utiliser comme étant une milice entre ses mains pour pouvoir réprimer aussi bien la société qu'une certaine élite au sein de l'armée, pour lui dire, si vous bougez, je risque d'utiliser comme ça. Parce que nous savons pertinemment que, contrairement à tout Algérien, un certain Madani Mouzalef a été reçu à plusieurs reprises par Bouteflika à la présidence de la République, déjà au moment où il y avait le lancement d'un processus dit de réconciliation nationale. Donc les conséquences sont néfastes sur la société. Je parle de cet exemple-là pour parler de la notion de milice. Et M. Hattab, il ne faut pas l'oublier. M. Hattab, il ne faut pas l'oublier. Et dans un de ses discours, il avait dit que si j'avais l'âge de ces jeunes-là à l'époque, j'aurais été moi-même terroriste en pensant qu'il avait compris sa société, alors que l'histoire immédiate ultérieure avait prouvé que s'il y avait bien quelqu'un qui n'avait rien compris en la société algérienne, c'est bien celui qui prétend être l'élu de son propre peuple. Absolument. Voilà. Donc, je crois que la prochaine fois, nous allons continuer sur ce volet identitaro-religieux. Le deuxième mandat. Le identitaro-religieux, avec l'ensemble des enjeux qui ont accompagné ce qui s'est passé en 2004, particulièrement lors de cette autre histoire des élections de l'élection présidentielle de 2004 que nous avions connue de l'intérieur et sur laquelle on peut travailler sérieusement pour mieux comprendre ce qui s'est passé en 2009 et avant 2009 avec la révision constitutionnelle. Donc, il est clair aujourd'hui, c'est l'Ardel, et je le précise si tu permets, que nous ne pensons pas personne. Personnellement, je ne voudrais pas analyser les phénomènes à partir d'un personnage qui s'appelle Bouteflika ou autre, parce que nous nous inscrivons dans une perspective d'avenir et non dans une rétrospective passéiste, malheureusement mortelle pour nous, incarnée par cette mentalité collective d'une génération finie, en phase finale. J'espère. Ça ne peut être que cela, de toute façon, ça ne peut être que cela. Ne nous inscrivons pas également dans une perspective de lutte de personnes, mais plutôt nous essayons de comprendre les mécanismes d'un régime hermétique, fermé, et d'un pouvoir manipulateur, d'un pouvoir rusé et corrompu, et d'un pouvoir déstabilisateur de l'ensemble qui a fait dans la lamination et antinationale. D'ailleurs, c'est ce que je dis dans mes interventions et dans mes écrits. Je dis qu'il est devenu, c'est un régime et un pouvoir qui sont devenus un véritable danger contre la sécurité nationale, dans le sens le plus noble du terme. Voilà. Donc, nous ne nous inscrivons pas dans des logiques de personnes, parce que franchement, c'est pas intéressant, même s'il est nécessaire d'interpeller ces personnes, parce qu'elles sont responsables directement de ce qui s'est passé et de ce qui continue à se passer en Algérie. Mais le plus important, c'est d'analyser les structures profondes de la nature du régime, de la nature du pouvoir et des marasmes que connaît l'Algérie depuis maintenant une douzaine d'années.